J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte, le moment venu, de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant le Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Fin de citation. Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité ce soir est le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, M. Sidi Mohamed Raliou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour l'honneur que vous faites à Télé Sahel d'être sur ce plateau pour cet entretien qui porte sur votre bilan à la tête du ministère de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique à la suite de la lettre de mission que vous avez reçue du chef de l'État. Et pour entamer cet entretien, cette première question, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire très brièvement dans quel état se trouve le secteur des télécommunications, des postes et de l'économie numérique avant les événements du 26 juillet 2023? Quelles sont les dispositions prises par votre département ministériel depuis votre prise de fonction pour améliorer la situation? Merci Abdoulaye, bonsoir Lajusman, bonsoir Abdoulaye Tchamako. Merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire deux, trois choses. La première, c'est que je dois remercier le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence Abdraman Chani, de m'avoir confié ce département ministériel. Je lui rends toute ma reconnaissance par rapport à cette confiance qu'il a placée en moi. Et la deuxième chose, je dois remercier la RTN avant de commencer d'avoir donné cette possibilité à tous les membres du gouvernement de passer leur bilan et de discuter et de rendre compte à la population nigérienne. Je reconnais les efforts que vous faites tous les jours pour permettre aux Nigériens de savoir ce qui se passe dans leur pays. Pour revenir à votre question, quand nous sommes venus en charge de ce ministère au lendemain du 9 août 2023, nous avons entrepris des démarches, des visites, des échanges avec tous les acteurs qui constituent notre écosystème en matière de communication, des postes et de l'économie numérique. Ces entretiens et ces visites nous ont permis de connaître les conditions dans lesquelles travaillent tous les acteurs, notamment la RTN, l'ONEP, l'ESCOM, l'ESEP, l'ANP, Niger Télécom et même les opérateurs privés qui interviennent dans notre secteur de télécommunications. Nous avons constaté une situation très tendue à l'époque, en ce sens que nous avons même découvert par endroits des structures qui étaient presque fermées parce qu'elles ne pouvaient même pas payer les salaires. Et nous avons entrepris des démarches auprès de hautes autorités pour permettre à ces structures d'assurer le quotidien des travailleurs, dont notamment la RTN et d'autres structures liées. On va revenir là-dessus si vous le voulez, mais là, nous avons trouvé une situation difficile à ce niveau, au niveau de la communication. Au niveau de l'économie numérique, au niveau des opérateurs également, nous avons rendu visite et des échanges ont eu lieu entre nous et les opérateurs télécoms. Et nous avons mesuré la difficulté ou les difficultés dans lesquelles ils étaient à l'époque. Et très tôt, nous avons cherché des solutions. Au niveau des opérateurs, il y avait de sérieux problèmes de qualité des services. C'est pourquoi très tôt, nous avons attribué des fréquences pour permettre à ces opérateurs de décongestionner, comme on dit, les trafics de communication. Il vous souviendra que vers la fin de l'année 2023, il y avait beaucoup de saturation des réseaux les week-ends au niveau des opérateurs. Tout le monde l'avait constaté. Il fallait leur attribuer des fréquences supplémentaires et nous avons fait ce travail-là. Et aujourd'hui, bien que la qualité n'est pas encore au point où satisfaisante, nous constatons que ce problème de congestion et de saturation a été réglé. Nous allons peut-être revenir là-dessus dans la suite des entretiens. C'est pour dire que nous avons trouvé une situation très difficile
Et avec l'accompagnement des autorités, nous avons tout de suite trouvé des solutions, que ce soit au niveau de la RTN, au niveau de l'ONOP, au niveau de l'ANP, au niveau de l'ONEP, nous avons trouvé des situations très difficiles. Mais je me souviens très bien que juste après notre nomination, même les papiers d'impression à l'ONEP étaient indisponibles. Et nous avons intervenu pour régler ce problème-là. Je l'ai dit tout récemment, mais je pense que dans l'ensemble, toutes les solutions ont été trouvées. Je pense qu'il faut reconnaître ce que le gouvernement a fait. Et je remercie très sincèrement les présidents et les premiers ministres qui, à chaque fois que j'annonçais les problèmes rencontrés au niveau des structures rattachées à mon département ministériel, les solutions ont été trouvées. Par moments même, on nous a fait du chantage. Quand vous prenez la location des satellites, très tôt, on nous a dit si vous ne payez pas tout de suite, on va couper le signal. Donc vraiment, nous avons intervenu et la hiérarchie nous a tout de suite soutenus et nous avons trouvé des solutions. On allait se réveiller un matin sans signal à travers tous les pays, mais alhamdoulilah, nous avons trouvé des solutions à travers notre hiérarchie, à travers les autorités qui nous ont toujours écoutés. Et Dieu merci. Et je profite également pour les remercier de m'avoir aidé à stabiliser la situation qui était vraiment très précaire à l'époque quand nous sommes venus à la tête de ce ministère. Monsieur le ministre, on sait aujourd'hui que le numérique et le digital occupent une place prépondérante à l'échelle mondiale. Comment promouvoir les services électroniques en vue de moderniser notre administration? Le numérique de nos jours, je dirais, est obligatoire. Il est ancré dans nos mœurs, si on peut le dire. Nous consommons plus dans les communications peut-être que nous mangeons. Ça, c'est une vérité qui est là. De ce fait, la place qu'occupe le numérique doit être comprise et doit être soutenue par tout le monde, par tous les acteurs, étatiques, privés, personnels, et puis tout le monde et la population. Elle est indispensable. Et l'avantage qu'on a à travers le numérique, c'est que c'est un accélérateur de développement. Même les grandes organisations internationales ont reconnu qu'aujourd'hui, le numérique, les pays dits en voie de développement peuvent rattraper les retraits à travers le numérique. Je pense qu'avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire un peu la genèse, la situation de l'écosystème du numérique au Niger. Sur le plan institutionnel, l'État a pris toutes les dispositions pour que ce secteur soit bien géré. Nous avons un ministère qui s'occupe fondamentalement de l'aspect politique et moral du numérique de façon générale. Nous avons d'autres structures qui accompagnent le ministère. Nous avons l'autorité de régulation des communications électroniques qui est à peu près les gendarmes, plutôt les gendarmes de communication électronique, qui accompagnent le ministère, qui vérifie la qualité des services, qui vérifie le niveau d'exécution, des cahiers de charges de chaque opérateur. Nous avons la haute autorité de protection des données à caractère personnel qui accompagne également les ministères dans ces ans, parce qu'aujourd'hui, toutes les données sont numériques aujourd'hui dans le monde. Bien sûr. Donc, leur protection, leur gestion incombe à l'État. Et de ce fait, c'est de ce fait que l'État a donné cette gestion à la haute autorité de protection des données à caractère personnel qui nous accompagne également. Nous avons l'Agence nationale pour la société de l'information, qui est une agence de promotion du numérique, qui est également intimement liée au ministère dans l'exécution des activités liées à la promotion du numérique. Et nous avons d'autres structures également qui nous accompagnent, que ce soit dans les privés ou dans les publics, qui accompagnent. Mais sur le plan institutionnel, ce sont les 4 acteurs essentiels qui gèrent le numérique au niveau institutionnel et au niveau de l'État. Nous avons d'autres comme les opérateurs télécoms. On en a 4, 3 privés, 1 étatique. Je peux les citer. Nous avons RTL, nous avons Move, Zamani et Niger Telecom, qui est une société d'État. Nous avons à côté de ces 4 opérateurs mobiles, nous avons 5 opérateurs qu'on appelle fournisseurs d'accès Internet qui vendent de l'Internet, des capacités à la population et aux acteurs économiques. Nous avons un opérateur virtuel, c'est une innovation qui est là, mais il n'a pas encore commencé les travaux. Nous avons un opérateur satellitaire que vous connaissez bien, c'est Starlink, qui nous offre la possibilité d'avoir l'Internet partout au Niger, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est une chance pour nous aujourd'hui qu'on ait cet opérateur pour permettre à toute la population d'avoir l'Internet et d'accéder à des services de base comme la santé, l'agriculture, l'élevage. Donc, pour revenir à votre question très concrètement, avec l'arsenal institutionnel que je vous ai évoqué tout à l'heure, notre rôle, c'est de concevoir des politiques et des stratégies de développement. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré le Conseil politique national de promotion de l'économie numérique, qui a vu la participation de tous ces acteurs et qui est déjà élaborée, elle est en adoption.
Nous avons élaboré une stratégie nationale de stratégie numérique de cybersécurité également, qui est là, qui est adoptée, qui a prévu la création de l'Agence nationale de cybersécurité et l'Agence nationale de communication électronique. Et tout récemment, le président a signé un décret portant transactions électroniques pour permettre la sécurisation des transactions électroniques, parce que tous les achats, tous les mouvements, les transferts de données, les échanges se passent par le circuit de l'Internet. Donc il va falloir prendre ce décret, et ce décret a été pris à la grande satisfaction de tout le monde et de tous les partenaires. Nous avons également, sur le plan juridique, au Niger, nous sommes l'un des rares pays à satisfaire à toutes les exigences nationales, régionales et internationales. Au niveau national, en dehors du Code de procédure pénale et du Code pénal, nous avons adopté la loi portant répression de cybercriminalité pour sécuriser les échanges au niveau de la population, au niveau du Niger. Nous avons, sur le plan régional, la Convention de Malabo portant sur la protection des données à caractère personnel. Nous sommes 13 pays africains à la ratifier. Nous sommes en avance sur beaucoup de pays. Et nous avons la Convention internationale sur la cybercriminalité, qu'on appelle communément la Convention de Budapest. Donc c'est pour dire que sur le plan juridique et réglementaire, nous sommes très à l'aise par rapport à beaucoup de pays, parce que tout notre arsenal juridique nous permet d'être à l'aise quand il y a une attaque au Niger ou quand il y a des besoins de coopération entre nos juridictions ou nos institutions chargées de la réglementation. Nous pouvons très facilement accéder à des demandes de vérification au niveau international. S'il y a une attaque, si quelqu'un nous attaque à 3 000 ou 5 000 km, nous avons les moyens aujourd'hui d'accéder à toute la coopération institutionnelle dans ce sens et avoir satisfaction. Donc sur ce plan également, nous sommes alignés. Donc vraiment pour moi, les bases du développement numérique sont posées. Maintenant, il reste maintenant à ce que les acteurs que j'ai cités créent une certaine synergie, comme l'a souhaité le président du Conseil national pour la sauvegarde tout récemment, que tous les acteurs travaillent ensemble, collaborent pour que les citoyens nigériens accèdent aux services numériques. Pour que, au niveau de l'agriculture, tout ce qui concerne le développement de l'agriculture soit basé sur le numérique. Sur la santé, également, c'est la même chose. Pour le commerce électronique, c'est la même chose. Donc, comme le numérique est transversal, nous comptons transposer sur tous ces plans, sur chaque secteur, une couche numérique pour permettre à nos différents secteurs de profiter pleinement des avantages du numérique qui consistent à accélérer le développement de ces stratégies. Oui, monsieur le ministre, vous l'avez dit, le numérique est transversal. Donc, votre département ministériel est transversal. Cela m'amène à poser une question qui est toujours en lien avec la première. À quand l'avènement du zéro papier dans l'administration? Avec l'ANSSI, avec l'ARCEP, avec la haute autorité, nous travaillons tous les jours sur ce concept zéro papier qui me tient à cœur parce que naturellement, moi je suis informaticien. Toute ma vie, je l'ai fait en train de déployer des solutions pour diminuer certaines surcharges du travail et être efficace. Donc c'est une bonne question, elle figure dans ma lettre de mission et dans les attributions du ministère. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous avons élaboré une politique nationale de développement du numérique. Une fois cette politique adoptée, nous allons la dérouler avec un plan d'action. Parce qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas d'une politique. Une politique en matière de numérique, il n'y en a pas. Donc dès qu'elle est adoptée, nous allons la dérouler, nous allons donner un contenu. Elle a un plan d'action qui est déjà élaboré. Dès qu'elle est adoptée, nous allons la dérouler. Donc j'ai confiance au président et au Premier ministre par rapport à cela. Et je pense que la situation du pays n'a pas permis de régler tous ces problèmes en termes de stratégie et de politique. Dès qu'elle est adoptée, nous allons la dérouler. Nous sommes en train de construire un data center national, c'est une banque toute une base de données, une banque de données où toutes les données de notre pays seront stockées. On est en train de la construire avec le soutien de la Banque africaine de développement pour 9,5 milliards. Donc elle a un taux d'exécution de 13%. Nous pensons que plus tard, le 30 septembre, nous allons réceptionner cet outil où toutes les données du Niger seront stockées et sécurisées. C'est un data center national de tier 3, ça veut dire que normalement, on ne peut pas avoir plus de 2 minutes de coupure. Nous allons prendre disposition pour que même les 2 minutes ne soient pas visibles. Nous sommes en train de construire 1031 km de fibre optique qui a un taux d'exécution de 97% pour avoir des sorties vers l'Algérie, vers le Tchad et reprendre les anciennes sorties traditionnelles qu'on a avec le Bénin et le Burkina. Nous avons amené aussi la fibre optique à la frontière du Mali. Donc l'objectif, c'est d'avoir une interconnexion régionale pour que nos données circulent de façon saine,
transparente et rapide. Donc, si nous finissons la construction de la fibre optique très rapidement avec l'Algérie et le Tchad, nous serons un pays de transit des données. C'est-à-dire que nous allons apercevoir des taxes, nous serons, si vous voulez, entre griffes, un fournisseur de transit de données, ce qui est très important. L'Algérie nous propose 10 Tera, c'est-à-dire 10 000 gigas de transfert par seconde. C'est-à-dire que si nous devrons vendre les transits par méga, vous imaginez combien on peut avoir par seconde. Et nous serons un trait d'union entre la Méditerranée, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique du Nord, et toutes les autres régions d'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Donc ça, si nous arrivons à démarrer ça très prochainement, je pense que pour 1 ou 2 mois prochains, on pourra démarrer interconnecter le Niger à l'Algérie. Donc cette année, c'est ça? Oui, dans 2 ou 3 mois, je ne prenais pas. Donc il nous reste 3%, c'est des petits réglages qu'il nous reste à régler, à effectuer, et puis nous aurons accès à toutes les données. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les grands consommateurs de données, ce sont les Européens, les Occidentaux, et les grands pourvoyeurs, c'est l'Asie. Et le seul chemin par lequel ils passent, c'est le canal de Suez. Et le canal de Suez, vous connaissez la tension qui existe nous recevons tous les jours des appels à quand votre interconnexion. Donc ça veut dire que beaucoup de données vont passer par le Niger, parce que nous occupons une position naturelle où nous sommes pratiquement au centre de l'Afrique. Si vous traversez l'Afrique centrale pour aller à l'ouest ou bien au Maghreb, vous êtes obligé de passer par le Niger. En tout cas, de façon géographique, nous occupons une place de choix à cette position-là. Et nous comptons faire profiter le Niger de cette position-là en matière de numérique. Parce que toutes les données de l'Est, sans peut-être citer la Chine, le Japon, l'Inde, vont passer par le Niger. Et elles vont partir vers le côté ouest. Et le jour où on finira l'interconnexion avec le Mali, on pourra attaquer peut-être de l'autre côté en passant par la Mauritanie ou le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays ont des problèmes pour faire transiter leurs données. Soit ils passent par les canaux de Suez ou ils contournent l'Afrique du côté Afrique du Sud. Et le câble est trop long. Et là, si on passe par le Niger, on transite à partir de l'Est, on attaque le Niger, on passe pour aller en Algérie. Dès qu'on sort par l'Algérie, on peut aller vers la Turquie, vers l'Europe. Et vraiment, c'est une position de choix. Donc ça, c'est ce que nous sommes en train de faire en termes d'infrastructure. En termes de sécurité également, nous sommes en train de voir avec l'ANSSI et l'ARCEP comment déployer des structures de sécurisation de ces données. Il ne suffit pas de construire et d'avoir, il faut sécuriser les données. C'est très important. On a les infrastructures, on a la sécurité. Il faut former des ingénieurs. Donc c'est pourquoi au niveau de notre école ESSEP, nous formons des ingénieurs en informatique, en réseau, en télécom. Et tout récemment, nous avons créé des filières d'avenir qu'on appelle cybersécurité, big data pour la gestion des grandes bases de données, cloud computing, des hébergements à distance. Parce que dès qu'on finit notre data center, tout le monde, les pays de la sous-région peuvent héberger leurs données chez nous. Et l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, nous avons commencé à former des ingénieurs dans ce sens. La robotique également, nous avons ouvert une filière. Et la géomatique, c'est-à-dire la géographie plus l'informatique, pour permettre à des Nigériens d'avoir cette formation, parce qu'il n'y a aucune filière au Niger qui le fait, mais là, nous l'avons créée. Donc, nous avons, au niveau formation académique, créé les conditions pour que nous ayons des cadres capables de gérer toutes ces infrastructures, former la population, encadrer l'administration et sécuriser nos données et mettre en confiance nos partenaires. Monsieur, on va peut-être passer à la prochaine question, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de 4 opérateurs de téléphonie mobile qui sont là et qui fonctionnent ici au Niger. Maintenant, la question, c'est qu'on a vu la société nationale, parce qu'en parlant de Niger Télécom, a un faible taux de couverture. Comment on peut expliquer que Niger Télécom se trouve aujourd'hui dans cette situation? C'est notre société nationale. Et malheureusement, quand on fait le classement, c'est la dernière, semble-t-il. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je vous remercie de cette question qui est très importante, qui me tourne la tête depuis que je suis à ce poste ministériel, et même avant, parce que je suis un agent du ministère. Vous avez raison, c'est le dernier opérateur. Voilà. Niger Télécom occupe 2% du chiffre d'affaires des opérateurs. Avec 2%, il ne peut même pas se payer les salaires. Nous avons constaté des problèmes au Niger Télécom. Le premier, c'est la gouvernance. C'est une société d'État qui a été trop politisée, parce qu'il faut dire la vérité.
est très politisée parce que la direction de cette société n'a jamais respecté les préoccupations du gouvernement. Comme elle est politisée, donc ça passait, comme vous savez, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. C'est une vache à lait des hommes politiques. Bien sûr, bon, je dirais pas. Je pose la question, c'est une vache à lait des hommes politiques. Puisque les derniers n'ont pas beaucoup d'argent. Avant, je vais dire, quand elle avait beaucoup d'argent. Moi, je dirais que c'est la mauvaise gouvernance. D'accord. Deuxième problème, c'est les investissements. Donc, pour garder une société comme Niger Telecom, il faut investir. Donc, c'est pourquoi les dirigeants l'ont toujours maintenu dans cette situation, des dernières positions stables, capables de fonctionner comme elles fonctionnent aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi, étant conscient de ces problèmes, vous avez constaté tout récemment, il y a moins d'un mois, la direction en général a été changée. Oui, bien sûr. Donc, je remercie très sincèrement le président pour cet appui parce que ça nous préoccupait que la société nationale, qui devrait être à l'ère du numérique, le moteur, la sécurité. Parce que je vous l'ai dit, si je peux prendre des parenthèses, tous les pays qui veulent être souverains ont gardé leur société nationale. Voilà. Ont eu confiance à leur société nationale. Toutes les stratégies de guerre, de souveraineté, de développement d'aujourd'hui et demain seront basées sur le numérique. Tout pays qui n'a pas une société nationale à sa guise est appelé à sous-traiter. Parce que tous les secteurs tournent autour du numérique. Tous les secteurs tournent, que ce soit la défense, la sécurité, l'éducation, la santé, l'agriculture, la météo, la communication aujourd'hui, ou les télécommunications, c'est autour du numérique. Donc vraiment, je pense qu'il faut... Nous sommes conscients de cela et nous sommes en train de travailler pour qu'avec la nouvelle direction, pour que... moi, mon objectif, c'est que d'ici fin de l'année, si on n'est pas troisième, on ne peut pas être dernier. D'accord. Parce que de 2%, j'envisage de proposer jusqu'à 10 à 15%. Parce que les 2%, c'est les mobiles, les 90%, c'est la fibre optique. La fibre optique a été acquise sur le financement de l'État. Ce n'est pas lié à l'ingéniosité ou au travail quotidien des travailleurs. Donc voilà, mon objectif avec le nouveau DG, c'est de l'amener au moins à 10%. Pour être honnête, pour être objectif, 10% première année, peut-être deuxième année, 15-20% et ainsi de suite. Sur 5 ans, on peut récupérer la première ou la deuxième place. En tout cas, c'est mon objectif. D'accord. Ça, c'est mon objectif. Merci, monsieur le ministre, pour cette discussion. Monsieur le ministre, quelle politique efficace et de rupture avec le passé envisagez-vous dans les domaines des télécommunications, de la poste et de l'économie numérique? Et dans la même lancée, quels sont vos rapports avec l'ANSSI et tous les autres organes intervenant dans les domaines de compétences de votre département ministériel? Je commence par les relations avec l'ANSSI, qui était, avant notre arrivée, très tendu avec les anciens responsables de ce ministère. Okay. L'ANSSI devrait être une agence de promotion du numérique, au service de l'État. Moi, j'ai toujours cité les premiers articles de création de l'ANSSI, qui dit que l'ANSSI est chargé de la mise en œuvre. De la mise en œuvre du projet au programme en matière de technologie de l'information et de la communication. À lui confié par le gouvernement, en relation avec le ministère en charge du secteur. Mais puisque vous parlez de l'ANSSI dans cette situation, si vous prenez, quand l'ANSSI a été créée, elle n'a pas été créée dans les conditions à favoriser une certaine synergie avec les ministères, l'ANSEP et les autres institutions. L'ANSSI a été captée pour être pratiquement les conquérants du ministère. Ce qui fait que toutes ces années avant nous, il y avait toujours une certaine cabale, une certaine guerre entre les ministères qui sont en charge du secteur et l'ANSSI qui est chargé de la mise en œuvre. Parce que dans les décrets, dans la création, on ne dit pas que l'ANSSI conçoit ou élabore. Je dirais que les responsables n'ont pas été à la hauteur de la confiance qui leur a été donnée. Ils ont passé tout leur temps à se chamailler, aussi, je peux le dire, et mettre le Niger en retard. Parce que si on avait travaillé pendant toutes ces années, depuis 2015-2016, en synergie autour du ministère, parce que c'est le ministère qui porte le secteur auprès du gouvernement, on est en retard par rapport à IGOV, la e-administration. Oui. Aujourd'hui, tout le monde utilise Gmail, Google, tout ça, là, Yahoo. Oui. Alors que c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Oui. On a les moyens techniques. Qui sont logés ailleurs. Hein? Oui, bien sûr. Que Gmail, c'est américain, Yahoo, c'est français. Yahoo.fr, c'est français. C'est un service qui est en français. Gmail, c'est Google Mail, c'est américain. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut redynamiser tout. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, le président du Conseil a demandé à ce que nous travaillions ensemble. Ce qui n'a pas été fait auparavant. Il a demandé clairement que nous travaillions ça. Et nous travaillons aujourd'hui ensemble avec l'ANSSI, avec l'ARCEP, avec la haute autorité.
Moi, je suis sincèrement satisfait de leur collaboration aujourd'hui, parce que toutes les fois que je les appelle pour discuter, pour échanger, ils viennent tout de suite. Et nous allons continuer ensemble pour travailler. Et ce que nous envisageons de faire ensemble, c'est l'élaboration de toute stratégie dans chaque secteur. Je commence par la santé. La santé, c'est le seul secteur qui a sa stratégie aujourd'hui. Elle marche. On peut la revoir, mais elle marche très bien. Nous avons l'éducation, la formation à distance, l'e-éducation, l'éducation électronique. Nous avons le commerce électronique. Aujourd'hui, avec le numérique, si on adopte le commerce électronique, si on a une autre stratégie inclusive où tous les acteurs ont participé pour son élaboration, on va avancer. Donc d'ailleurs, c'est dans ce cadre que le Niger Post, qui est une société sous tutelle, a conçu une plateforme qu'on appelle Kaomini, qui marchait un moment, mais qui a connu une léthargie. Rien que la semaine passée, j'ai mis en place un comité avec l'ANSI, l'ARCEP, la Haute Autorité de Protection du Caractère Personnel et d'autres acteurs, un comité pour la redynamisation des Kaomini. Le commerce en ligne? Oui, le commerce en ligne, en français facile. Donc aujourd'hui, vous pouvez, avec Kaomini, commander des DIFA, d'Agadez, commander des terrains à Agadez, et ça va imbriquer tous les acteurs. Bien sûr. D'abord les transporteurs, la poste, les banques, les sociétés de transfert d'argent et les sociétés de livreurs. Parce que ça va créer beaucoup d'acteurs autour et ça va marcher. C'est comme Amazon. Amazon, c'est, pendant la Covid, c'est les sociétés comme Amazon seulement qui n'ont pas connu de problème. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire en sorte que le commerce électronique, le ministère du Commerce ait une stratégie basée sur le numérique qu'on appelle commerce électronique. C'est la même chose pour les transports, pour les péage électronique. Pour que quand vous sortez de Niamey ou quand vous rentrez à Niamey ou quand vous entrez dans n'importe quelle ville du Niger, vous n'avez pas besoin de donner de l'espèce à l'agent de péage. Vous pouvez souscrire à un abonnement annuel, trimestriel, même semestriel. Au niveau de la santé, c'est la même chose. La télémédecine, avec le manque de médecins en nombre, on peut, avec une qualité de service optimale, on peut faire des interventions en ligne. C'est ça qu'on appelle télémédecine. Donc on peut toucher tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qu'on ne peut pas mettre à côté du numérique et développer le pays tout de suite, rapidement. Et nous sommes là pour ça. Et je pense que les conditions sont aujourd'hui créées grâce à l'intervention du président et du Premier ministre pour que tous les acteurs travaillent ensemble. Ce qu'on n'avait pas avant. Monsieur le ministre, on va un peu insister sur l'accès des différentes administrations au numérique, toujours en lien avec cette préoccupation d'introduire les nouvelles technologies de l'information dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Quelle stratégie avez-vous pensé ou mise en œuvre pour accompagner les institutions publiques, les collectivités publiques, les établissements publics et même les organisations privées? Merci beaucoup. Je pense que j'ai répondu en partie à cette question tout à l'heure. Quand j'ai dit qu'on a élaboré une politique nationale de développement du numérique qui concerne tous les secteurs de l'administration, que j'ai cité tout à l'heure en partie. Une fois cette politique adoptée, elle a un plan d'action, on va le dérouler. Nous avons un programme d'interconnexion et de modernisation de l'administration que nous avons également élaboré, qui consiste à connecter toutes les communes du Niger et à l'intérieur des communes, toutes les administrations publiques présentes dans les communes. Ça, nous avons déjà élaboré le projet et nous attendons que la politique nationale de développement de soit adoptée pour dérouler notre plan d'action. Je vous ai dit qu'on a demandé à toutes les administrations que nous sommes disponibles, nous sommes disposés à les accompagner dans l'élaboration de leur stratégie e-service, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du commerce, au niveau du transport, au niveau de gestion des catastrophes, et tous les secteurs, je ne peux pas tous les citer ici, mais pris individuellement, chaque secteur, nous avons écrit, nous avons montré notre disponibilité. Et je vous ai dit également que c'est quelque chose que nous allons faire avec l'ANSI, ce qui n'était pas faisable avant. Mais pour arriver à ça, il faut un certain nombre d'investissements qu'il faut faire et d'adaptation. Il faut adopter la politique nationale de développement numérique, parce qu'il faut avoir une coordination. Tant qu'elle n'est pas adoptée, chacun va développer sa petite plateforme à gauche, à droite. Mais quand elle est adoptée, on connaît pour chaque action, pour chaque projet, pour chaque programme, quel est l'acteur qui mène, on va avancer. Mais tant qu'on n'a pas cette politique adoptée, validée par le gouvernement, avec instruction de la dérouler, on va toujours travailler en désordre. Il y a des partenaires aujourd'hui qui sont intéressés. Parce que pour interconnecter toutes ces villes, il faut de la fibre. Bien sûr. Il faut des liaisons hertziennes, les liaisons satellites. Nous avons déjà
Starlink, à 24 000 francs le mois, les 200 mégas, c'est quelque chose qu'on peut déployer partout au Niger aujourd'hui. Nous avons également un fonds d'accès universel qui est logé à l'ANSI, constitué de 2% des chiffres d'affaires des opérateurs que nous pouvons mettre en contribution pour financer. Donc vraiment, nous avons toutes les possibilités aujourd'hui. Il nous reste juste à faire adopter la politique nationale de développement du numérique. Et vous allez voir, dès qu'on a ça, ça va marcher. Même les e-gouv qui consistent à gérer les données du gouvernement à travers les emails, à travers les échanges de données, à travers la suppression des papiers au niveau de l'administration. Parce que dès qu'on digitalise l'administration, les papiers vont disparaître. Et c'est pourquoi permettez-moi de répondre à certains réseaux sociaux qui disent que les ministres des télécoms refusent de payer les tonnerres. Moi, je suis là pour faire que les tonnerres disparaissent, pour que les papiers disparaissent. Et je le dis de façon solennelle pour que les gens comprennent quelle est la vision du numérique. La vision du numérique, c'est sans papier. Une fois sécurisé, les data centers sécurisés, les communications sécurisées, on n'a plus besoin de papier. Donc moi, je suis le premier à défendre le fait qu'on doit diminuer les charges de l'État. Parce que c'est ça aussi l'avantage du numérique. Les charges de l'État vont disparaître. Imaginez-vous une administration sans papier. Il n'y aura pas de tonnerre, il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas de papier. L'argent prévu pour faire entrer à autre chose. C'est pourquoi, dès que ma nomination, j'ai supprimé beaucoup d'imprimantes. J'ai trouvé dans chaque bureau, il y a 2-3 imprimantes. Je les ai toutes récupérées et elles sont dans les magasins. Vous pouvez même aller voir ça. Et nous sommes en train de nous préparer pour que le numérique soit un moteur, un vecteur de développement très rapidement de notre pays. Et pour cela, tout le monde doit se convaincre que le numérique peut nous aider à éviter la fraude, à éviter les vols, les doublons, les triplons. Et cet aspect de doublon va me mener au fait que quand nous avons eu la charge de payer les contractuels, nous avons reversé 4,7 milliards de doublons des contractuels qui sont payés à 3 à 4. Et voilà, je pense que le numérique a beaucoup d'avantages qu'on peut mettre au service de l'administration pour que la gestion soit optimale, soit saine, sans vol, sans tricherie, sans doublon, sans triplon. C'est la même chose si on nous donne la gestion des étudiants. Vous allez voir que beaucoup de doublons sont là. Souvent, c'est à dessein, souvent, c'est par mon connaissance, des étudiants qui sont inscrits à 3-4 dans 3-4 universités ou grandes écoles. Donc voilà, le numérique a beaucoup d'avantages que nous pouvons mettre au service de l'administration. Aujourd'hui, au niveau de la santé, quand vous prenez, imaginez un hôpital, une clinique sans papier. Vous partez faire des examens. Aujourd'hui, on recueille votre nom, prénom, votre âge, votre groupe sanguin et certaines pathologies. Vous revenez 3 mois après, vous êtes obligé de payer la même facture, la même consultation. L'avantage du numérique, c'est que quand vous faites une fois, la prochaine fois, il suffit de donner un code. Vous n'avez pas besoin de votre nom, de votre prénom, de votre groupe sanguin, et ainsi de suite. Ça, c'est une économie également pour les patients. Parce que chaque fois, on leur demande, faites des examens, faites ça pour qu'on trouve ce qui normalement est censé être connu. Donc voilà, il y a beaucoup de... Moi, j'ai visité dans un pays voisin un hôpital sans papier. Il suffit de venir avec votre empreinte, vous donnez votre empreinte. La première fois, on vous demande toutes ces informations, mais la prochaine fois, dès que vous appuyez sur l'appareil, ça vous sort tout. Et les médecins connaissent déjà les informations qui sont fixes, plus ou moins fixes, et on peut avancer. D'accord. Parlant tout à l'heure de l'opérateur Starlink, monsieur le ministre, qu'est-ce qui bloque, parce que depuis la signature du contrat jusqu'ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Starlink? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Les gens demandent et les gens attendent. Oui. Starlink a demandé une licence qui a été accordée par décret signé par le président du CNSP. Mais pour que les services Starlink soient opérationnels au Niger, il faut qu'ils payent la licence. Ah oui. Donc d'une fois payé, il ne faut pas qu'on rentre dans ce qu'on a connu. On laisse un opérateur s'installer de l'illégalité. Parce qu'on a eu cette expérience, que peut-être je ne vais pas étaler ici. On a eu cette expérience où on a laissé un opérateur avec près de 15 milliards d'impayés. Il a tourné en violation des textes. En tout cas, moi j'ai dit je ne ferai pas ça. Tant qu'il ne paie pas, ils ne vont pas commencer. S'ils payent, on fait les lancements, ils commencent à travailler. Et là, on est Vous parlez de Orange de l'époque? Non, Orange est parti, mon ami, c'est pas... D'accord, très bien. Et Orange est parti, donc il n'y a plus d'Orange. Très bien, d'accord. Orange est parti. Ok, Orange est parti. Monsieur le ministre, le travail à distance est aujourd'hui une réalité dans beaucoup de pays. Que faut-il faire pour développer le télétravail vraiment dans notre pays? Le télétravail,
c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. On a vu la nécessité avec le Covid. Hein, c'est un service comme les autres, c'est un service numérique comme les autres. C'est comme la télémédecine. C'est comme les autres services, c'est comme les autres services. Donc, le télétravail, pour avoir la capacité de faire du télétravail, il faut un certain nombre d'infrastructures. Donc, je disais qu'il faut qu'il y ait une connectivité solide entre les administrations déconcentrées et le niveau central. C'est pourquoi nous avons pensé au programme d'interconnexion et de modernisation de l'administration qui va connecter toutes les administrations, toutes les communes du Niger. Et à l'intérieur des communes, s'il y a un CSI, s'il y a une école, s'il y a un service d'agriculture, on va les connecter. Et chaque responsable départemental ou régional ou même national pourra travailler en ligne avec ses agents. Et là, à côté, il nous faut développer des applications pour que le télétravail soit une réalité. Moi, j'ai toujours milité pour que nos ingénieurs, nos techniciens développent des solutions. C'est pourquoi très souvent, je rencontre des startups, je leur dis qu'il faut, et des porteurs de projets, qu'on appelle souvent des porteurs de projets innovants, pour nous proposer des solutions afin que ce soit l'éducation, que l'éducation soit en partie s'il le faut. Par exemple, s'il y a un enseignant à DIFA, de l'université de DIFA, qui intervient à Niamey, pendant qu'il intervient pour le même cours à DIFA, les étudiants de Niamey peuvent se connecter. Et vice-versa. Pas seulement de Niamey, de Tawa ou d'ailleurs peuvent se connecter à son cours. Ça s'est fait dans beaucoup de pays. C'est la même chose pour le télétravail. Donc aujourd'hui, pour certains postes, on n'a pas besoin fondamentalement que les agents soient sur place. Oui, bien sûr. Ils peuvent travailler. Il y a des sociétés ici au Niger qui le font tous les jours. Même maintenant, il y a des sociétés où les agents ne travaillent en présentiel que 2 jours par semaine. C'est quand peut-être il y a certaines conditions qui les poussent à venir au travail. C'est-à-dire qu'il faut leur assurer une bonne connexion et il faut à côté, il faut avoir une bonne application. Et les applications, souvent, elles sont chères. Il faut payer des licences. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut que nos ingénieurs informaticiens développent des applications, nos startups. Mais la condition principale, il faut avoir une bonne connectivité. Il ne s'agit pas de rester à la maison, il faut avoir une connexion stable et de bonne qualité. D'accord. Oui, monsieur le ministre, parlons maintenant des startups, comme vous venez de le dire. Comment vos services s'attellent-ils à créer un environnement favorable au développement local du contenu numérique et accompagner ces startups locales? Comme je l'ai dit, c'est à travers les startups qu'on peut développer des solutions innovantes. Si vous visitez les différents incubateurs au Niger, que ce soit à l'université de Niamey ou à l'université islamique ou à l'école supérieure de communication électronique et de la poste, ou certains incubateurs privés, vous serez émerveillé par les solutions que ces incubateurs proposent. Mais à côté, il faut prendre leurs solutions. C'est pourquoi souvent nous organisons des concours pour identifier les meilleurs projets. Tout récemment, en 2024, nous avons organisé la semaine numérique où nous avons listé la majorité des startups. Au sein du ministère, nous avons créé une division startup et nous comptons organiser un forum de startup. Et pratiquement tous les startups sont numériques aujourd'hui parce que le numérique au service, il n'y a pas numérique pour numérique. Le numérique, c'est appliqué dans tous les secteurs de la vie, l'agriculture, la santé, l'éducation, la météo et tous les autres secteurs. Déjà, nous travaillons avec les startups, nous avons des incubateurs avec lesquels nous travaillons, nous avons des startups avec lesquels nous travaillons et nous allons continuer à travailler avec ces startups. Et quand les conditions vont se réunir pour identifier un startup et lui confier la gestion, par exemple, de la santé, de l'agriculture, de l'élevage ou certaines solutions de ces domaines, nous allons le faire. Et c'est pourquoi nous envisageons, je me répète, d'organiser un forum national de startups comme le font d'autres pays pour identifier. Parce qu'on a organisé plusieurs concours, plusieurs championnats, si vous voulez. On a identifié, mais on n'a rien fait avec. Mais nous voulons changer les choses. Quand on va identifier un start-up, une solution, d'abord pas un start-up, une solution, on va lui donner les moyens de mettre en œuvre sa solution au niveau de l'État. Parce que c'est ça que moi je pense que par moment on a même donné 10-15 millions aux startups, mais rien du tout. On n'a pas accompagné. Parce que pour accompagner les startups, il faut les identifier, il faut leur reconnaître leur travail, la valider et l'intégrer, l'implémenter au niveau d'une administration. Si la solution startup concerne la santé, il faut l'implémenter tout de suite, il ne faut pas attendre. Si la solution concerne l'agriculture, il faut l'implémenter tout de suite. Si elle concerne la e-éducation ou téléformation, il faut l'identifier et lui donner les moyens tout de suite.
S'il y a des corrections à faire, on les fera après. Mais très souvent, on donne des prix, on disparaît, on se disperse à la prochaine édition. Moi, je pense que cette fois-ci, il faut qu'on change. D'accord. On fait des tests, on identifie une solution, on donne tous les moyens. Et je pense qu'on va se battre et je pense que j'ai le soutien de la hiérarchie par rapport à ça. C'est comme ça on peut avoir des résultats, c'est ça? C'est la seule façon d'avoir des résultats. Monsieur le ministre, dans plusieurs localités du pays, on note l'absence de la TNT, la télévision numérique terrestre. Comment renforcer la finalisation de l'installation de la TNT et la création des radios communautaires? Et je dois ajouter, il y a au moins une vingtaine aujourd'hui de localités dont on ne reçoit pas Télé Sahel, ce qui n'est pas normal. Je peux citer l'exemple de Dogondouchi que je connais, de Douchi, et je peux citer l'exemple de Madame, parce que chaque jour les gens nous appellent pour nous dire qu'ils n'ont pas à Douchi, à Dogondouchi. Les gens appellent pour dire qu'ils n'ont pas la télévision, il faut aller sur Canal+. Et à Madame, qui est une zone d'insécurité, il n'y a pas. Comment on peut comprendre aujourd'hui, monsieur le ministre, que beaucoup de localités au Niger, on n'arrive pas à capter Télé Sahel aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de faire? Merci beaucoup. Voilà. C'est juste ce que vous dites. Voilà. C'est très important et c'est juste. Très sincèrement, il y a des localités où on n'a pas la TNT. Ce qui n'est pas acceptable ou admissible. Très tôt, quand nous avons pris en charge le ministère, le Premier ministre nous a chargé d'élaborer une stratégie de finalisation du déploiement de la TNT, ce que nous avons fait. Mais pour être honnête, les conditions financières de notre pays ne nous ont pas permis de déployer. J'étais à Douchi tout récemment à l'occasion du festival Ilarewa. On était 6 ou 7 ministres avec les gouverneurs, les préfets. Et on était au salon, on m'a dit non, il n'y a pas de TNT. Tout de suite, j'ai appelé les DG qui a reconnu qu'il n'y a pas de TNT. Mais là, on est confronté à des problèmes. Les problèmes d'investissement et les problèmes du personnel. J'ai rendu compte, à Douchi, on a les matériels, mais on n'a pas le personnel. Il nous faut un technicien et un gardien. La vingtaine de localités dont vous partez ont les mêmes problèmes. Il y a des techniciens sur le terrain, monsieur le ministre, ou bien il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Il faut chercher. Il faut les recruter. Il faut les recruter. Oui, mais je connais, c'est pour vous dire que je connais le problème. On est là-dessus, on va trouver une solution. C'est une vingtaine d'agents. Et recruter une vingtaine d'agents pour avoir la télé sur l'ensemble du pays, ça pose problème, monsieur le ministre? Je sais pas. Vous m'avez posé la question, je vous dis le problème. D'accord. Le problème, c'est qu'on connaît le problème. On a par endroit des équipements, les émetteurs, mais on n'a pas le personnel. Il y a d'autres localités, il faut investir en nouveaux équipements ou en remplacement. Donc voilà, le problème est connu, on va les gérer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien. D'accord. On poursuit cet entretien, monsieur le ministre. Quasiment tous les organes publics relevant de votre département ministériel rencontrent des difficultés de fonctionnement en rapport avec leur budget, qu'il s'agisse de la RTN, de l'ONEP, de l'ANP, de la TDN ou même des écoles de formation des journalistes et des télécommunications. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète pour un peu booster ces entités? Là, justement, c'est vous qui me posez cette question. Vous dites que la quasi-totalité des structures qui dépendent de mon ministère, on rencontre des problèmes de fonctionnement. Permettez-moi de m'inscrire en faux. D'accord. Parce que je n'ai pas connaissance en 18 mois des structures qui sont sous tutelle, qui rencontrent des problèmes de fonctionnement. Ça, je vous l'ai dit très sincèrement. Et vous êtes tous des agents de l'ARTM, par exemple. En 18 mois, je ne sais pas si vous avez des problèmes de... On fait allusion ou... Non, laissez-moi répondre. C'est vos mots que je prends. Vous avez dit quasiment. Oui, quasiment. Non, quasiment. Non, laissez-moi répondre. Vous êtes des agents de la RTN. En 18 mois, est-ce que vous avez un arrêt de salaire? Quel mauvais fonctionnement vous avez connu en 18 mois? Je m'inscris en faux. Quand nous sommes venus, avant d'être ministre, j'entendais à la télé les problèmes des correspondants du Trésor. Des agents qui faisaient des sittings au Trésor ou au niveau de leur service. Mais en 18 mois, on n'a connu aucun problème. Le président, dès très tôt, a demandé à ce que les salaires soient pris en charge. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons doublé la subvention de la RTN. La subvention des autres a été augmentée. Et en 18 mois, si vous avez d'autres problèmes, je ne les connais pas. En tout cas, pour moi, vous n'avez pas de problème de fonctionnement. La subvention par endroit a été doublée ou bien augmentée. Et je n'ai pas connaissance d'un problème par rapport au fonctionnement. Et même les ristournes, je n'ai pas connu de problème. En tout cas, en 18 mois, personne ne m'a dit qu'il y a des problèmes de ristournes qui est propre à chaque structure. Je n'ai pas ce problème. La subvention a été augmentée. Vous avez le monopole de publicité, vous avez le monopole de certains produits. Vous devrez fonctionner normalement. Et je n'ai pas connaissance d'un problème, ni de la direction de ces sociétés, ni
des agents travailleurs. Je n'ai pas connaissance. Les seuls problèmes qu'on connaît par endroit, c'est des subventions comme par exemple à la TDN, où on a besoin d'acheter beaucoup de métaux pour couvrir le pays. C'est ce que Abdoulaye a soulevé tout à l'heure. C'est la seule fois où on peut faire un an sans entendre parler de correspondant de trésor. Le mot correspondant de trésor a disparu de l'opinion publique parce que le problème des salaires a été réglé par les CNSP et par le gouvernement. En 18 mois, aucun problème, si je peux me répéter. En tout cas, c'est une question que je ne sais pas pourquoi elle a été posée, mais je m'inscris en faux par rapport à cette question. Il y a une question qui est très... Parce que je cite un exemple. Et quand récemment on était en mission à Ouagadougou avec le DG de la RTN, on a profité pour visiter la RTB. Oui. Et on était avec le DG de l'ORTEM et on a discuté. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la dynamique de laquelle on peut comprendre aujourd'hui que le budget de fonctionnement de la RTB fait dans les 4 milliards, celui du Mali dans les 6 ou 8 milliards et le budget de la RTN ne fait que 500 millions ou même moins de 500 millions. C'est de ça qu'il ne s'agit pas autre chose. Ah oui, moi je n'ai pas compris que vous voulez faire comme c'est de ça qu'il s'agit, monsieur le ministre. Parce la situation d'équilibre là dont on parle, c'est ça le problème. Nous sommes dans le cadre de l'AES. Comment on peut comprendre qu'aujourd'hui le Mali a 8 milliards de francs CFA de budget pour le fonctionnement de l'ORTEM, le Burkina 4 à 6 milliards et ici on n'a que 500 millions. Et avec tout le travail que nous sommes en train de faire au Koudé et tout le travail que nous avons abattu depuis le 26 et qu'on continue encore à le faire. Je pose la question, on est en face du ministre de la Communication, on veut comprendre. Et qu'est-ce que le ministère va faire pour régler cette injustice? Parce qu'on parle d'injustice, nous. Quand le Mali a 8 milliards, 6 milliards et nous on a 500 millions, on ne comprend pas. Et c'est le même boulot qu'on est en train de faire. Vous suivez le journal de l'AS, monsieur le ministre. Soyons lucides et sereins. On y va. Vous voulez faire comme les autres ou bien vous avez des problèmes, vous voulez qu'on les règle? Moi, je ne connais pas de problème. Non, on veut au moins être aligné. Non, si tu veux être... Non, écoute-moi bien. Si tu veux être allié pour avoir 4 milliards, pour faire quoi? On t'a dit, je vous dis, et vous êtes des agents, par exemple, de la RTN, dont vous parlez. Il n'y a aucun problème. Vos salaires sont payés, vos ressources sont payées. Hein? Même les missions, quand on les valide, vous partez en mission. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher toujours à être comme l'autre. Moi, je connais les problèmes de ces pays-là. Vraiment, je n'ai pas envie d'en dire plus ici. Pas, je ne cherche pas à me comparer à d'autres. Ils ont 6 milliards, 4 milliards, je ne sais pas comment ils font. Mais nous, on vous donne 500 millions seulement par an et ça marche très bien. Vraiment. Sauf si je n'ai pas connaissance d'un problème qui nécessite qu'on dépasse 500 ou 1 milliard. S'il le faut, on va soumettre et on va discuter. Mais vraiment, ne cherchez pas à faire comme les autres. Non, monsieur le ministre, il n'y a pas que le problème, ce que vous avez dit, il n'y a pas que le problème de salaire, de ristourne et autres, mais quand même, il y a aussi la production, il y a le matériel. Parce que souvent, on peut se retrouver avec une vingtaine de reportages et il faut 20 caméras. Par exemple, en termes de matériel, avec le DG, j'ai discuté avec lui, on a identifié des solutions à certains problèmes. Par exemple, nous avons dit, il est là, il me suit, qu'on peut augmenter, acheter des cartes de transmission qui embarquent beaucoup d'équipements à l'intérieur, qui sont nécessaires pour la production. On va placer un à Zender et un à Tawa. Et cette année, Inch'Allah, on va payer un quart qu'on placera à Zender pour deux raisons. La première, vous l'avez dit, c'est pour augmenter notre capacité de production. La deuxième raison, c'est pour permettre à DIFA, par exemple, quand il y a une activité à faire en direct, c'est facile. Zender, DIFA, c'est tout de suite à côté. Si Maradi veut faire une transmission en direct, Zender, Maradi, c'est à côté. En attendant qu'on ait par région un quart de transmission. C'est pour vous dire, on a prévu cela. Et Inch'Allah, on va l'acheter cette année. D'accord. Donc, tous les besoins exprimés, oui. Moi, je pense qu'on a apporté des solutions. Que ce soit au niveau de la TDN ou au niveau de la RTN, tous les besoins exprimés ont trouvé un début de solution. D'accord. Mais vraiment, ne cherchez pas à avoir le même budget que les autres. Cherchez à être... On est performant malgré tout avec notre budget que vous pensez être faible. Monsieur le ministre, moi, je vais vous donner un exemple concret. Moi, je dirige une télévision nationale. Ouais. Une télévision nationale, ça veut dire que c'est des programmes attractifs qu'il faut avoir. Et je ne suis pas à mesure de payer un bon programme attractif parce que je n'ai pas d'argent pour ça. Vous avez une subvention d'équilibre de l'État, 500 millions. Avant, c'était 250. C'est insuffisant. J'arrive, soit. Moi, je ne pense pas que c'est insuffisant parce que je n'ai pas connaissance d'une demande particulière qui nécessite que je défende votre dossier. Vous avez le monopole de publicité. Vous avez participé souvent à certaines activités. Vous gagnez un peu de ressources. Par exemple, vous avez organisé la lutte traditionnelle à Tawa. Vous avez participé à des championnats de lutte. Vous avez été co-organisateur de cela. Vous avez d'autres produits, d'autres sources de revenus. Aujourd'hui, les privés nous reprochent
de donner le monopole aux médias d'État. Vous avez la taxe de la RTN, vous avez beaucoup de ressources. Donc je pense que si on gère bien ce que l'État vous concède aujourd'hui, vous pouvez vous en sortir. Si on peut aller à 750 millions ou 1 milliard, je pense que c'est discutable. Mais vraiment, l'État vous a mis dans des conditions qui vous permettent d'être compétitif et de produire plus. Ça, je maintiens ça aujourd'hui. Monsieur le directeur de Télé Sahel. C'est l'achat des programmes. Oui, mais l'achat des programmes, il faut produire en local d'abord. Le Niger n'est pas connu. Allez-y dans le domaine de la culture, du tourisme, allez-y dans le domaine de l'agriculture. Moi, je suis contre qu'on achète à l'étranger des documentaires ou des programmes. On peut les produire ici, chez nous. Et on n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour le faire. Donc c'est pourquoi d'ailleurs les DG, on a discuté, on s'est compris là-dessus. C'est pourquoi très souvent certains veulent aller en mission, mais j'ai dit non, il faut faire autre chose. Mission pour faire quoi? Quand c'est nécessaire, on le fait. C'est pourquoi les agents attendent ma réponse par rapport à ça. On ne peut pas faire sortir l'argent du Niger comme ça. Une mission nous coûte entre 2 et 3 millions par mission. Certaines nous coûtent plus. Donc moi je suis d'accord qu'on mette cet argent dans la production, dans le contenu adapté à nos réalités, au niveau de l'éducation, au niveau des émissions pour les jeunes, pour les enfants. On peut faire beaucoup de choses. Au niveau de la santé, j'ai vu dans certains pays, la télévision nationale a toujours une émission par semaine, par exemple sur les technologies, sur le numérique, sur la santé, sur certaines maladies chroniques. On les fait régulièrement. Et là, vraiment, je pense que vous allez élargir votre production. Mais je pense que c'est jouable. Mais essayez de nous convaincre, on va étudier. Mais vraiment, c'est de production sur plateau. Essayez de me convaincre d'abord, mais je suis convaincu qu'on fait très bien avec ce qu'on a aujourd'hui. On fait bien, mais en termes de produits, en termes de contenu, on n'a pas une grande assiette. Il faut vraiment aller dans ce sens. Et je pense que je suis disponible, je suis disposé à vous écouter et à vous défendre. Mais évitez de dire on fait comme un X ou Y. Ce n'est pas bon. Monsieur le ministre, les recettes publicitaires dont vous avez évoquées, c'est avec ça que la RTN a pu payer 11 mois de salaire sur 12. Voilà là où passent les recettes publicitaires. On peut vérifier. Oui, c'est bien. Voilà. C'est bien. Mais pour les autres, on insiste sur le budget d'équilibre. C'est pourquoi cette année, on va vous payer un quart à 3 milliards. D'accord. Je te donne même les prix. À 3 milliards, on va les placer à Zender. Et s'il y a d'autres demandes, on envisage même de vous construire un siège, une tour. Ça aussi, c'est des investissements de l'État. Ça, votre direction est au courant de cela. Donc, vraiment, je pense qu'on peut s'en sortir sans regarder chez les bases. Au niveau de l'ONEP, jusqu'ici, on atteint une imprimerie qui ne vient pas. J'ai réceptionné l'imprimante 4D, 4 couleurs. Qui marche très bien. En tout cas, depuis que je l'ai réceptionné, je n'ai pas connaissance d'un problème. Le DG est là. D'accord. On l'a acquise à presque 800 millions. Et le papier journal? Non, les papiers, ça, c'est des consommables. Ça, vraiment, c'est à la charge du DG. C'est lui de le faire. Juste après notre installation, je te le dis très sincèrement, on a l'habitude de venir me menacer. Monsieur le ministre, si vous ne payez pas la facture, demain, il n'y aura pas le journal. Sahel. D'accord. Et depuis 18 mois, on n'a pas connu ce problème. Donc pour moi, il n'y a pas de problème de papier. On ne va pas se rabaisser jusqu'au papier. Bien sûr. Et je pense que le DG de l'ONEP gère bien ça. Depuis qu'il a été installé, il ne m'a jamais parlé d'un problème de papier. Okay. Et je pense que le problème de papier est tellement élémentaire que je pense que ce n'est même pas bien de répondre à ça. Nous envisageons de payer une deuxième machine cette année, 750 millions. Okay. Ça aussi, c'est dans le budget de la loi des finances. 750, une deuxième machine. Donc toutes les conditions d'infrastructures pour vous permettre de travailler sont réunies et en cours d'être réunies pour vous permettre aux techniciens de travailler à l'aise. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, on va avancer. Comme nous le savons, le secteur des télécommunications et de l'information, notamment la téléphonie et l'Internet, génère beaucoup de ressources financières. Comment expliquer à ce jour encore le faire part dans le budget national et le développement socio-économique de notre pays? Ça, c'est une bonne question. Parce que tout le monde pense qu'il y a l'argent dans les télécoms. Ah oui, il n'y en a pas? Je n'ai pas dit ça. OK. Mais j'ai dit tout le monde pense qu'il y a l'argent dans les télécoms. C'est l'opinion répandue? C'est l'opinion répandue, je le confirme. D'accord. Mais je vais vous donner quelques éléments de réflexion. Aujourd'hui, nous avons 17 millions d'abonnés au Niger, sur 27 millions de Nigériens. Un abonné, ça ne veut pas dire une personne. Parce qu'il y a des abonnés qui ont des téléphones, des numéros ou 3 numéros. Donc, si vous permettez de faire un exercice de statistique, si vous divisez les 7 millions par 2, à peu près 8 millions de personnes physiques qui ont des téléphones. 27 millions moins 8, ça fait 19 millions. Donc ça veut dire qu'il y a 19 millions de Nigériens qui n'ont pas de téléphone. À côté, on peut soustraire les enfants, parce que par convention des Nations Unies, des enfants de 0 à 16 ans n'ont pas le droit d'avoir un téléphone.
Donc quand on sait que les enfants de moins de 16 ans, c'est entre 16 et 20%. Prenons 20%. 20% des 27 millions. Ça fait près, prenons 6 millions. C'est 5 millions 400, mais on pourrait prendre 6 millions par extrapolation. Prenons 6 millions. Donc 19 moins 6, ça fait combien? Ça fait 13. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, moi je peux soutenir qu'il y a 13 millions de Nigériens qui n'ont pas de téléphone, qui sont adultes. C'est dû à quoi? Selon moi, parce que ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ça. C'est ça. Selon moi, c'est dû à la pauvreté. Deuxième point, il y a combien de Nigériens peuvent injecter 200 francs, 100 francs par jour? Il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est une réalité. Ça, c'est le plan conceptuel, conception des choses. Quand vous le faites, il faut étudier cas par cas les choses. C'est ça. Troisième point, au niveau des opérateurs, l'autorité de régulation des communications électroniques qui est censée les contrôler pour qu'ils ne fraudent pas, qu'ils ne trichent pas, pour qu'ils ne fassent pas d'habits, ne dispose même pas des moyens de les contrôler. Ça, je vous l'ai dit. Il faut considérer les 3 points. Le nombre de 13 millions de Nigériens en moyenne. Je suis sûr que ça dépasse ça, mais je préfère faire des extrapolations statistiques pour un peu avoir une image. D'accord. Deuxième point, il y a des pauvretés. Moi, je connais des villages, des familles où il y a un seul téléphone. Papa, maman, les enfants ont un seul téléphone. Ils appellent le matin, allô, ils mettent 200 francs juste pour mettre les bonus là. Les bonus, c'est pour encourager, ce n'est pas pour faire du business. C'est un supplément à des clients qui les encourage à rester, mais ce n'est pas pour faire des bénéfices. On concède des minutes aux clients pour les attirer seulement. C'est ça le bonus. Okay. Cette année, avec le soutien des autorités, que je remercie de passage, l'ARCEP est en train d'acquérir les équipements. Okay. Que depuis l'installation du mobile, l'ARCEP n'avait pas. Il faut calculer, dans les années 2001, le téléphonie mobile est devenu en 23 ans, 24 ans, c'est la première fois qu'on est en train d'acquérir des matériels de contrôle. Ça aussi, il faut saluer l'avènement du CNSP. D'accord. Ça, c'est très important à savoir. Si vous voulez, je peux rappeler ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire de Walgate, la passerelle unique, où il y a eu des gens qui ont été en prison, ils ont détourné l'argent destiné à équiper l'ARCEP. Après, il y a l'histoire dans les années 2021-2022 de MJI. Ils ont signé une convention pour acquérir des équipements à 13 milliards qu'ils n'ont jamais livrés. L'argent a disparu. Ils n'ont pas été payés, heureusement. Mais on a perdu 4 milliards parce qu'ils nous ont voulu convoquer à la justice, si vous voulez le terme. Et il y a eu une entente, on laisse le procès et puis vous nous donnez 4 milliards. Ça veut dire qu'on a perdu 4 milliards. Et puis aujourd'hui, sans rien faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ce qui s'est passé, je vous relate les choses. D'accord. Aujourd'hui, avec le CNSP, on a acquis les mêmes équipements à moins de 1,8 milliard. Ah oui. Vous me suivez, on a acquis l'équipement à 1,8 milliard. De 13 milliards, où avant on a perdu des vingtaines de milliards. Aujourd'hui, on l'a acquis à moins de 1,8 milliard. Okay. Donc il faut saluer le CNSP. Bien sûr. Il faut saluer aussi le DG de l'ARCEP pour son leadership, parce qu'il a conduit cette campagne d'acquisition jusqu'à avoir 1,8 milliard. Tout en sachant que les mêmes personnes sont revenues pour lui proposer ça à 11 milliards. Donc vraiment, on est sur la bonne voie. Je pense que mi-mars, la plateforme sera installée. Et là, l'ARCEP sera en mesure de savoir ce qui se passe. Okay. Mais ce qui n'est pas suffisant, parce qu'il faut que les régies, les impôts, les services de contrôle du ministère des Finances fassent bien le contrôle. Tout à fait. Quand on prend les pays développés, ils n'ont même pas de plateforme de contrôle. Parce que là-bas, tout le monde respecte. Il n'y a pas de tricherie. C'est les Africains seulement qui sont obligés de payer un équipement de contrôle. Parce qu'ailleurs, on n'a pas besoin de contrôle. Chaque opérateur transmet les chiffres exacts, sincères. Personne n'ose tricher. Donc, ils n'ont même pas besoin, les pays développés, d'acheter un équipement de contrôle. Mais nous, on est obligés parce que quand on nous présente des chiffres, souvent, on n'a pas confiance. La population n'a pas confiance. Donc, on est obligé d'acheter cet équipement qui a connu des hauts et des bas depuis dans les années 2005-2006. Et alhamdoulilah, c'est maintenant qu'on l'acquiert de façon correcte à moins de 1,8 milliard. Vous soutenez qu'ici, que dans le numérique, il n'y a pas d'argent? Non, je n'ai pas dit ça. Est-ce que ce n'est pas une manière de ne pas tenir compte de leur responsabilité sociétale? Je n'ai pas dit ça, justement. Nous, on conçoit des projets, on conçoit des politiques. On a des méthodologies d'appréciation
Ce que je veux dire, c'est la population, le nombre de Nigériens qui n'ont pas de téléphone, c'est une réalité. Sauf si vous m'écrivez en faux, vous me dites, hein, sur la pauvreté des Nigériens, qu'on est tous des Nigériens, combien de nos parents au village achètent chaque jour des... Là, on est d'accord. Vous êtes d'accord? Et à côté, on n'a pas les moyens de contrôle. Je ne les souhaite pas, mais si le contrôle nous donne des milliards tout de suite, vraiment, je serai très content. Mais je pense qu'il y a un non-dit. Les opérateurs gagnent. Peut-être ils trichent, je ne le dis pas officiellement. Peut-être, parce que je n'ai pas de preuves. C'est ça. Vous comprenez? Oui, parce bien que pour avoir des preuves, il faut payer l'équipement. Tout à fait. Étant du secteur, je pense qu'on n'est pas très loin de la réalité. Et si vous revenez sur l'apport des télécoms dans l'économie nationale, il y a beaucoup de choses. Il y a les fonds d'accès universel. C'est 2% du chiffre d'affaires des opérateurs. C'est 5-6 milliards qu'on met dans les fonds qui est logé à l'ANSI. On a les FI des fonds d'intervention pour le développement. C'est 35 à 45% du chiffre des recettes de l'ARCEP. Ça aussi, c'est entre 3, 4, 5 milliards par année. Hein? Vous avez d'autres contributions que les opérateurs donnent à l'État, peut-être qu'ils ne sont pas connus. Mais aujourd'hui, même moi, je ne peux pas vous dire qu'ils trichent ou pas. J'ai des doutes, parce que je n'ai pas un moyen de vérification. J'ai visité l'ARCEP du Ghana en 2020. Ils ont la même plateforme, ils l'ont. Chaque appel est enregistré. Donc l'ARCEP Ghana est en mesure de dire à tel opérateur, voilà le nombre de minutes d'appel, voilà ce que tu as gagné dans les mois, voilà ce que tu as gagné dans la seconde, voilà ce que tu as gagné dans l'année. Et on fait une confrontation. Et au Niger, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Non, on aura. C'est déjà acquis. Je pense qu'en fin février, mi-mars, au plus tard fin mars, Inch'Allah, ça sera déployé. Et je pense qu'on aura une visibilité. Si les opérateurs trichent, on le sait. Mais si les opérateurs ne trichent pas, on va. Mais je souhaite qu'elles trichent aujourd'hui parce que pour qu'on ait quelque chose de plus. Quels sont vos rapports avec vos différents partenaires relevant de votre département ministériel, en particulier la presse, comme nous sommes aujourd'hui ensemble, et quels sont vos efforts pour les aider dans l'exercice de leur mission, tout en les sensibilisant à aller dans le sens de l'intérêt national et de la défense de la patrie? Merci beaucoup, Alain. Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire parce que vous connaissez la réponse, vous me posez la question. Vous savez que dès notre prise de fonction, j'ai fait le tour de tous les médias pour connaître leurs conditions de vie, pour leurs difficultés et leur transmettre les messages de la refondation, les messages de la souveraineté de nouvelles autorités. Et très souvent, à toutes les fois qu'ils me sollicitent à une audience, à une rencontre, j'accepte. Je n'ai jamais refusé une audience toutes les fois qu'ils me demandent. Et très souvent, on échange, on discute et on a toujours trouvé une solution. Et tout récemment, le Premier ministre a mis en place un comité, étant conscient des difficultés que la presse privée rencontre, qu'il m'a chargé de présider, où nous avons réfléchi ensemble à des solutions d'accompagnement. Au cours des discussions, on a même découvert que déjà des solutions ont commencé à être apportées au niveau des impôts, de la concession d'impôts et de certains allègements. Ils me suivent, ils savent qu'ils ont été beaucoup accompagnés par le CNSP dans ce sens. Et je réitère le message du CNSP. Le Niger, c'est pour nous. Personne ne développe le Niger à notre place. C'est à chaque Nigérien d'être responsable, de mesurer la portée de ce qu'il fait ou ce qu'il dit pour le bien du Niger. Dans l'ensemble, je pense que le message, en tout cas au niveau des médias privés, sans parler des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est autre chose. C'est un tout. Je pense que même pour les réseaux sociaux, je vous annonce que j'ai envie de réglementer les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de pays qui le font. D'accord. Vous avez envie de réglementer les réseaux sociaux? Oui, mais c'est pour dire qu'on va les faire, Inch'Allah. D'accord. Il y a des expériences dans les autres pays. C'est ça. Par exemple, quand vous créez un groupe WhatsApp, ça constitue une association. De quel droit le groupe peut s'arroger d'insulter ou de saper l'autorité publique ou de faire des choses qui ne sont contraires à l'éthique et à la déontologie. En tout cas, c'est une préoccupation. C'est un point sur lequel je suis en train de réfléchir avec mes conseillers, avec mes cadres. On va essayer de réglementer l'utilisation, surtout des groupes de réseaux sociaux. Parce que quand c'est un monsieur avec sa femme, ça va. Mais quand ça devient un groupe ou une association civile ou politique de 50, 100 personnes, on m'a fait même savoir qu'il y a un groupe Facebook de 100 000 personnes. Vraiment, je pense qu'on va réfléchir ensemble, on va produire le document ensemble, le gouvernement, pour voir comment réglementer. Je suis en relation avec mes homologues d'autres pays hors Afrique qui font la même chose, qui sont en train de réglementer l'usage des réseaux sociaux dans la vie quotidienne. Et c'est devenu chez nous une activité peut-être lucrative pour certains, subversive contre les régimes pour certains.
Donc c'est à nous de réglementer ça. Inch'Allah, on va proposer des solutions pour que les réseaux sociaux sur le territoire du Niger soient réglementés. Parce que c'est des numéros des opérateurs qu'ils utilisent. On n'est pas contre, mais c'est des engagements qu'ils vont prendre. En tout cas, l'expérience que j'ai, qu'on m'a annoncé par rapport à ça, chaque groupe, à partir d'un certain nombre de critères, devient une association, comme une ONG. Parce qu'il y a des discussions sur ce qui se passe d'ici, il y a des choses qui se passent d'ici. Il faut définir les responsabilités quand il y a un problème. Une association illégale parce que c'est... Elle est légale aujourd'hui, mais quand je dis réglementer, je vais proposer au ministre de l'Intérieur. Mais comme ça concerne mon domaine, c'est à moi de proposer. C'est ça. Et je pense que je serai écouté. Et on n'a pas d'autres moyens. Parce que nous, il y a beaucoup de gens qui ne font que communiquer, échanger sur les réseaux sociaux, insulter les autorités, s'insulter, créer, même peut-être aider des terroristes. Toujours en rapport avec la presse, notamment cette presse privée, cette question d'actualité. On parle, on a vu, la suspension, c'est ce que c'est dit, la suspension de l'émission Presse Plus sur Bonferré. Cette fermeture récemment de Canal 3, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, monsieur le ministre? On peut savoir à peu près comment les choses sont passées? Moi, je pense que parce que ça spécule, les gens en parlent, monsieur le ministre. C'est le droit, mais je voilà. pense que, je pense que par rapport à Canal, c'est quelque chose qui est derrière nous. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense être compris par la presse privée. Quand j'ai transmis les messages d'appel à la patrie. Quand je disais tout à l'heure, dans l'ensemble, la presse m'a compris. Et je les remercie pour cela. Ces médias privés, même publics, j'ai interpellé leurs responsabilités, leur conscience, leur patriotisme pour accompagner les autorités qui sont là pour le bien-être de la population. Je leur ai donné même des exemples. Quand, par exemple, notre ancien partenaire CEDEAO a voulu nous attaquer, aucun média européen qui semble être les pionniers en liberté de presse, aucun d'eux n'est venu vérifier est-ce que nous avons raison ou pas. Personne n'a dit à son gouvernement, écoutez, il n'y a aucune disposition qui prévoit la fermeture, la coupure d'électricité ou la fermeture des frontières ou même l'intervention militaire. Ils se sont tous alliés derrière leur gouvernement. Donc vraiment, je pense qu'on peut produire du contenu, on peut faire ce business à l'intérieur du pays. Ça fait 18 mois que les gens travaillent. Je pense qu'on est résilient. On n'a pas besoin de copier ce que les autres font. On n'a pas besoin d'être des relais des autres. Je disais que l'histoire du Canal 3 est derrière nous, dans ce sens que la sanction a été prise, elle a été levée. Oui, bien sûr. Les promoteurs sont venus nous remercier d'avoir levé cette mesure. Je pense qu'il ne faut pas en dire plus. Je pense qu'il ne faut pas en dire plus. Mais pour les autres, je pense que c'est à la discrétion de l'autorité. Il faut nous laisser. On est en train de gérer. Pour Bonferré. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour mettre en place un cadre approprié de mesure des résultats et d'appréciation de la performance de votre département ministériel? Une disposition, très sincèrement, qui n'existe pas en fonction publique ou qui existait, qui a disparu. J'ai passé les tiers de ma vie dans les privés. C'est quelque chose que je connais. Les fiches de poste, les évaluations en fin d'année, les réunions périodiques, les réunions de CODIR, les réunions de l'exigence des comptes rendus, des rapports de mission, des rapports de fin d'année au niveau de chaque direction, au niveau de chaque division. Ça, je suis en train de sensibiliser mes agents dans ce sens. Et des résultats commencent à être trouvés par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup de directeurs qui commencent à me rapporter des informations, à me faire des comptes rendus. Ils commencent à s'aligner sur la nouvelle dynamique. Donc, ce qu'on n'a pas mis en place, je pense que le Premier ministre l'a demandé lors de notre première réunion, c'est des fiches de poste. Et des RH de tous les ministères ont été formés dans ce sens pour élaborer des fiches de poste, pour savoir ce que les agents font, les directeurs font, les agents à tous les niveaux. Donc, nous sommes sur cette longueur d'onde. Et moi, je pense que je commence à être satisfait du compte rendu que mes collaborateurs me font tous les jours, à chaque fois qu'il y a une réunion, une discussion ou une rencontre d'utilité pour notre pays. Donc c'est déjà très bien. Une dernière question, monsieur le ministre, avant de nous séparer. Quelles sont les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la Confédération AES en ce qui concerne la communication, la poste et l'économie numérique? Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi aussi l'actualité. Sur ce point, je pense que le Niger a été très actif. Dès novembre 2023, nous avons participé à plusieurs rencontres à Bamako et à Ouaga, où nous avons dans un premier temps signé un mémorandum entre nos trois pays, les trois ministères en charge du numérique, des postes et de la communication, où nous nous sommes accordés sur la nécessité d'interconnecter nos trois pays par fibre optique ou par d'autres liaisons. Ça, c'est les chapeaux. On a trouvé la nécessité d'interconnecter. Je vous disais tout à l'heure que la fibre est à la frontière du Mali.
Donc on a demandé au Mali, à partir de Gao, d'amener la fibre au Niger. Ça, c'est déjà une activité d'interconnexion de notre pays. Avec le Niger et le Mali, on est déjà connectés. Je sais que par moment, le câble est coupé par les terroristes, mais ils seront vaincus, Inch'Allah. Et le Mali et le Burkina sont déjà connectés. Sur le plan infrastructure télécom, déjà, on a convenu de faire ça. Deuxième point, nous avons convenu de créer un point d'échange Internet. Le point d'échange Internet, c'est de considérer qu'un pays ou un groupe de pays est interconnecté. On peut communiquer, même si les satellites coupent, on peut échanger entre nous. Ça, c'est dans le cadre de l'ALG, Autorité de l'État pour Gourma. Nous sommes en train de réfléchir comment mettre en place un point d'échange Internet, c'est-à-dire pour interconnecter nos trois pays en données et en téléphonie. Ça, c'est déjà avancé. Nous avons, comme vous le savez, à 3, discuté avec les Russes pour le déploiement de 3 satellites. Un satellite de communication. Communication, ce n'est pas seulement médias, c'est télécommunication, Internet, plus la transmission de données. Un satellite, même les transports, même l'aviation utilise des satellites aujourd'hui. Aujourd'hui, si on fait la somme de ce que tous nos pays dépensent par an en communication médias traditionnelle, en télécommunication, parce que chaque opérateur utilise un satellite différent, ou même des satellites différents. Il paye de l'argent. C'est ça qui fait par endroit même la charité de notre communication, parce qu'il paye des satellites. Ce que nous payons pour la météo, ce que nous payons pour l'aviation civile, ce que nous payons pour peut-être par pays, pour certains pays au niveau de la défense ou la sécurité, c'est beaucoup d'argent. Donc il s'agit pour nous de mutualiser nos contributions, nos efforts, pour qu'on acquiert les 3 satellites. Les satellites de la communication, les satellites de télédétection, pour beaucoup d'usages, dont notamment la météo, l'analyse des sols, même pour les recherches géologiques, pour analyser les sols, pour voir s'il y a du pétrole, de l'uranium, de l'or ou de l'eau ou d'autres matériaux. Voilà, tout ça. Les derniers satellites, le 3e satellite, c'était un radar. C'est quoi un radar? Si vous ne le savez pas, je vous dis c'est quoi un radar. C'est un équipement qui permet d'analyser les mouvements au-dessus de la Terre, c'est-à-dire à peu près à 50-100 mètres. Tout objet qui tourne, qui rentre dans notre espace, les radars peuvent les détecter. Ça, c'est une solution à notre armée, à nos armées, à notre défense. Un système anti-aérien? Non, pas dans ce sens. Non, les radars détectent les anti-aériens là-bas. Les radars détectent, ils sont généralement ensemble. Hein. C'est ça. C'est pour le même usage, c'est dans le cadre de la défense ou la sécurité de façon générale. Donc aujourd'hui, l'espace aérien. De l'espace aérien. Donc c'est un équipement qui permet de détecter des mouvements d'objets de tout bord, de toutes sortes, au niveau de notre espace aérien. Quand on l'aura, c'est-à-dire qu'on peut détecter des petits avions qui rentrent du côté du lac Tchad, souvent qui larguent de l'argent, qui larguent des armes, ou qui transportent des terroristes. Aujourd'hui, on a ces problèmes. Donc si on a les 3 satellites, je pense qu'on sera souverain. Et nous avons discuté avec les Russes pour que les équipements soient installés au niveau de l'AES. Donc il y a 2 types d'équipements. Le système central, qui va faire le monitoring, la surveillance, la gestion de tous les autres, et le système secondaire. Chaque pays aura au moins un équipement secondaire. Donc c'est une acquisition, ce n'est pas une location. On a voulu que ça soit installé au Niger, au Mali et au Burkina. Maintenant, le système central, c'est aux 3 pays de décider où sera installé le système central. Donc vraiment, je pense qu'on a négocié, on est en train de dérouler, on a signé les MOI, maintenant les différentes étapes, la fabrication va durer au moins 4 ans. C'est des équipements très sensibles. Bien sûr. Lourd? Pas lourd, le satellite n'est pas lourd, c'est juste que c'est vraiment, ça demande une certaine technicité, une certaine précision, de la haute technologie, et sans faute, parce que les conditions administratives au-dessus à 500-600 km sont terribles. Donc il faut des équipements très solides, adaptés à l'environnement. En attendant, nous sommes en train de négocier, toujours on n'a pas conclu les accords, pour que les Russes nous louent, en attendant sur 4 ans, les satellites, pour qu'on soit autonome. Et pour également qu'on teste la fiabilité de ces équipements. Parce qu'ils vont nous louer. Ils sont en train de fabriquer. Ils vont nous louer les mêmes systèmes qu'ils vont nous fabriquer. Donc vraiment, sur ce point, on a beaucoup avancé. On a également, avec vous, on était à Bamako, on a créé la Web TV, qui est opérationnelle. On a créé le logo ensemble. Vous savez, les logos, parce que nous, on n'est pas dans une compétition. Pour les logos, pour toute chose, à l'AES, c'est la compréhension, c'est l'acceptation. Pour la radio, le Burkina s'est proposé d'accueillir
Donc on attend que les Burkina nous disent que toutes les conditions sont prêtes, D'accord. sous le leadership du président de la Confédération. Bien sûr. Mais vraiment, on a beaucoup avancé sur ce point. Et même le logo, on n'a pas compétit, mais c'est un logo proposé par un Nigérien. Il faut lui rendre hommage. D'accord. C'est un Nigérien qui a fait ça, et c'est de façon bénévole. La charte graphique a été adoptée, elle a été proposée par le Niger. Elle est déjà disponible au niveau des 3 pays. D'accord. Donc vraiment, sur le plan AES, on est en train d'avancer. OK. Et beaucoup de choses, comme vous l'avez suivi, ont été faites. Et ça nous a montré la place de la communication au sein de toute politique, de toute organisation comme AES. Oui. Les 3 pays ont joué un rôle très important, ou bien le secteur a joué un très important dans la concrétisation de l'AES. D'accord. D'où l'augmentation du budget de fonctionnement de la RTN, monsieur le ministre. On va finir. Quel sera votre mot de la fin? Non, mon mot de la fin, je n'ai pas parlé de beaucoup de choses qu'on est en train de dérouler. Quand vous prenez, par exemple, l'ANP a produit en 2024 plus de 1000 dépêches. Nous avons assuré le fonctionnement pour m'inscrire, si vous permettez, différemment de ce qui a été dit dans la question. L'agence nigérienne de presse a été stabilisée. La présidence même nous a donné un véhicule qu'on a donné à l'ANP. Nous avons par moment fourni des équipements. Pour vous dire que l'agence nigérienne de presse est dans de bonnes conditions parce qu'elle est capable de produire 1000 dépêches. S'il y a d'autres problèmes, on va trouver des solutions. Quand vous prenez les CEP, l'École supérieure des sciences de la communication et des médias également, nous avons également stabilisé les salaires des enseignants. C'est une école publique. Nous avons aussi ouvert des systèmes. Un système pour les journalistes en langue, pour permettre à nos langues, tous les étudiants qui désirent se former dans ce sens en journalisme au niveau supérieur, nous avons ouvert cette filière à l'ESCOM. Nous avons également ouvert les nouveaux moyens pour permettre aux jeunes d'avoir de vocation. Parce que jusqu'à notre arrivée, on n'est formé qu'à niveau supérieur. C'est-à-dire que vous êtes journaliste, votre caméraman est un bac plus 3 ou bien un bac plus 5. Donc c'est pour permettre de revenir à la traditionnelle formation de l'ex-IFTIC. Donc aujourd'hui, nous formons dans l'OPS, l'OPV, les autres types de formation à niveau moyen. Et nous avons vu que le nombre d'étudiants à l'ESCOM est à partir à 511, avec une augmentation à peu près de 100 étudiants, ce qui est une bonne chose pour permettre aux Nigériens d'avoir une bonne formation. Au niveau de l'ESSEP, qui est l'École supérieure de communication électronique et de la Poste également, nous avons ouvert les nouveaux moyens, parce que pour avoir des maintenanciers en informatique, des techniciens à réseau, nouveaux moyens, les autres types de matières. Et là, nous avons une augmentation d'à peu près 196 étudiants. Et nous avons ouvert les filières également que je vous ai annoncées tout à l'heure, en big data, en cloud computing, en intelligence artificielle, en robotique, en géomatique. Donc, on a ouvert 6 filières qui n'existaient pas avant au Niger. Parce qu'avant, pour former un ingénieur dans ces matières, il faut aller à l'étranger. Nous avons décidé de les créer et d'autres sont déjà en 2e année cette année. Donc, c'est déjà très bien. Donc, d'autres sont en licence, d'autres vont faire le master. C'est quelque chose d'encourageant pour notre pays. Comme je l'ai dit au début, on a les infrastructures, on a la sécurité, on a le personnel pour rendre notre pays souverain, sans passer par de l'expertise étrangère. Tout à fait. Au niveau de la TD1 également, le budget a été stabilisé. On n'a pas l'autorisation aujourd'hui de recruter, mais je pense qu'on l'aura bientôt, parce qu'il faut respecter un certain nombre de critères. Le pays a traversé une situation très difficile. On ne peut pas se permettre d'oublier qu'on n'a pas les moyens de recruter ou on n'a pas les moyens d'acheter des équipements. Et il ne faut pas oublier également qu'à un moment donné, même si on veut acheter des équipements, on était sous embargo. Tout ça, ça a permis de nous retarder. Et je pense que cette année, en 2025, on aura les moyens nécessaires pour avancer. Je vous ai dit pour Niger Telecom, on est en train de voir comment amener la contribution de Niger Telecom dans les chiffres d'affaires des opérateurs de 2% à 10%, voire 15%. Et à déployer Niger Telecom un peu partout dans le Niger. En tout cas, vraiment, c'est une de mes missions. Je vais discuter avec le nouveau DG qui est là, qui écoute et qui a l'ambition de bien faire. Donc, je pense que cette année sera déterminante pour Niger Telecom. Et Inch'Allah, vous allez sentir les changements cette année. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a, c'est la volonté qu'on a. Merci pour cet entretien et merci pour tous les efforts, on l'a vu, que vous êtes en train de déployer dans le secteur des télécommunications, même si beaucoup reste à faire, vous l'avez reconnu, mais qu'il y aura un changement significatif dans les prochains mois ou les prochaines années à venir. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.